La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Alors, bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Ensemble Demain. Vous savez que j'aime explorer divers concepts avec vous, la notion de lien, de permaculture aussi, mais j'ai le goût aussi qu'on aille dans le concret, qu'on aille découvrir des initiatives ou des humains qui, comme nos invités d'aujourd'hui, ont choisi d'agir au quotidien pour aller respecter profondément leurs convictions, puis qui concrètement mettent en place des choses dans leur quotidien pour justement aller dans cette transition qu'on vit en tant que société, en tant qu'humain. Alors, je suis ravie d'accueillir deux invitées inspirantes, Marité, comme on l'appelle, puis Marie, co-auteure du livre intitulé Le Jardin Vivrier et du projet qui porte le même nom. Puis dans cet épisode, l'idée, c'est d'aller explorer comment un être humain à la fois, on est capable, en prenant soin de notre terre, de notre alimentation, du vivant autour, de faire équipe et de contribuer finalement de manière significative à transformer nos aujourd'hui et nos demain. Donc, une perspective d'autosuffisance qui nous amène à peut-être voir concrètement comment est-ce qu'on est en capacité de porter des actions pour transformer finalement, transformer ou peut-être revenir à la source, aux racines de ce qui est important. Alors, bienvenue Marité et Marie, merci beaucoup d'être ici. Je suis très heureuse qu'on se parle aujourd'hui. Puis pour commencer, j'avais le goût de vous proposer de vous présenter en vos mots, vos valeurs, vos convictions, qui vous êtes, puis peut-être nous raconter un peu votre histoire au travers de tout ça, ce qui vous a amené où vous êtes. Donc, je vous laisse parler quand vous voulez, chacune à la fois, comme ça vous tente. Ben, salut Sophia, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, merci beaucoup. Veux-tu commencer? OK. Ben moi, je m'appelle Marie-Thérèse Thévard et je suis d'origine française. Donc, j'ai grandi en France. Je suis arrivée au Québec vers 27 ans, je pense, quelque chose comme ça. Mhm. Donc, c'est ça. Puis, début vingtaine, je suis de famille agricole aussi. Je suis issue de famille agricole. Mes parents étaient des agriculteurs, issus tous les deux d'agriculteurs. Et puis, j'ai une sœur agricultrice et tout le monde jardinait beaucoup. Donc, j'ai déjà baigné un peu là-dedans depuis que je suis petite, là. Donc, et puis dans le début vingtaine, j'ai découvert un livre qui s'appelait Vivre sain c'était question surtout d'alimentation, bien sûr, mais l'importance du végétarisme dans le livre, il mettait beaucoup l'accent là-dessus, mais aussi du bio, l'importance des aliments bio et l'importance des aliments frais, de la fraîcheur des aliments, des légumes, des œufs, etc. Donc, étant issue de familles agricoles,
si je voulais des produits frais, ben, je me suis dit, me les faire moi-même. Donc, je connaissais déjà un peu ça. J'avais déjà pas mal baigné là-dedans. Ensuite de ça, j'ai découvert Gandhi aussi, qui m'a confortée dans cette idée de produire ces aliments. Lui il parlait de production des biens essentiels, nourriture, vêtements, logement. Donc, c'est ça, ça m'a confortée là-dedans. Puis, c'est comme ça que mon projet de vie est né, je dirais. Mhm. Donc, après, j'ai rencontré le père de mes enfants. En France. Et lui, il avait le même projet, même genre de projet, mais il voulait venir l'essayer au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour voir qu'est-ce qu'il était possible, comment c'était possible de vivre confortable, dans des maisons confortables, et puis avec une bonne alimentation variée, et puis aussi équilibrée. Hmm. Voilà, en gros, c'est ça pour la petite histoire. Ah, c'est une chouette histoire. Puis là, toi, Marie, t'arrives dans cette histoire-là. Puis comment ça commence pour toi? C'est, mettons, quand tu étais petite, est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu éveiller ça? Parce que je pense que je pense que ce qui contribue à ce projet-là, c'est qu'il y a eu un éveil à un moment donné de ton côté. Parce que dans le fond, votre lien, c'est que, ben voilà, Marie, t'es la fille de Marie T. Donc, veux-tu nous raconter de ton côté, l'autre bout? Ouais, ben, le déclic, je sais pas vraiment parce que moi, j'arrive là dans l'histoire, là. Je suis née dedans, tu sais. Je suis née l'année que mes parents ont acheté la terre pour faire le projet. OK. Donc, c'était un projet d'éco-village au départ, qui a un peu tourné différemment, les relations humaines étant ce qu'elles sont. Mais quand j'étais petite, on faisait l'école à la maison, les 4 enfants. Donc, j'ai fait de l'école à la maison tout le primaire. Puis, on était participants, je dirais, du projet, puis de la vie sur la ferme. Puis, on avait chacun notre petite parcelle de jardin. Donc, c'est ça. Tu sais, je suis un peu comme ma mère, je dirais, je suis née dedans aussi, là. Ouais, ouais. Euh, ouais, puis c'était une terre en friche. On était dans le bois, donc tu sais, j'étais dans la nature toute la journée, à courir pieds nus dans l'herbe. Puis, mais quand même, après au secondaire, j'ai été à l'école publique en ville, et puis, mais il y avait vraiment quand même un gros décalage avec le mode de vie conventionnel, je dirais. Puis, ben si on parle de déclic, là, moi, c'est plus vers 14 ans, je dirais qu'il y a un voisin qui m'avait embauché pour éplucher une montagne de pommes d'été pour faire la compote, là. Fallait que j'enlève le pourri. Mhm. Puis, j'étais toute seule, assise à table avec ma montagne de pommes, là, puis il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là, là, que je me suis sentie connectée au vivant, là, à mes ancêtres, peut-être, à quelque chose qui coulait en moi qui avait toujours fait ça. Puis, ce jour-là, ben, je me suis dit que je voulais être paysanne. Donc, plus tard, ben, après le secondaire, j'ai étudié un peu en musique, mais après, j'ai décidé d'aller à l'université en génie agro-environnemental, donc à l'Université Laval à Québec. Mhm. J'aimais beaucoup les sciences, puis ben, je voulais faire de l'agriculture, puis je suis vraiment sensible à l'environnement, donc c'était comme génie agro-environnemental. Ça rassemblait un peu tous mes intérêts dans le titre du programme. Mhm. Finalement, ben oui, j'ai quand même aimé ça. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de sciences. Puis, mais c'était pas exactement la vision de l'agriculture que moi j'avais au départ. Puis je me sentais pas connectée de la même manière que ce qui m'avait appelé dans ce domaine-là au départ, là. J'avais pas tout à fait la même définition de l'écologie que l'Université Laval. Tu sais, dans le titre du programme, ça correspondait pas à mes attentes. Par exemple, on allait visiter des poulaillers de 37 000 poules enfermées dans un même bâtiment où tu sais, on rentrait avec un soupe d'astronaute de biosécurité, puis des exemples comme ça. Mais tu sais, ça m'attirait pas, ça me parlait pas. C'est ça que j'étais appelée à faire comme carrière d'ingénieur agricole, mais tu sais, je me sentais pas appelée par cette carrière-là. Donc, après l'école, je suis partie 6 mois en voyage en France, dans ma famille, chez des anciens woofers aussi.
Puis on a visité des fermes, ma sœur et moi. Puis avec le recul à la fois de l'école puis du voyage, j'ai vraiment plus compris que les expériences que ma mère faisait dans son jardin, ça faisait vraiment du sens, puis c'était à l'avant-garde, là, je dirais, de tout ce que je voyais ailleurs, même que ce soit à l'école ou que ce soit ailleurs sur le terrain. Puis j'avais comme peu l'urgence que ça soit écrit quelque part, que s'il arrive quelque chose à ma mère, que ce savoir-là, il reste, tu sais. Je me voyais pas... parce que dans le fond, je connaissais bien quand même le jardin, mais j'aurais pas été capable de le reprendre toute seule moi-même. Oui. Là, il m'est venu comme une angoisse de noter ça. Puis finalement, ben, je suis revenue au Québec, j'ai commencé le livre tout de suite, puis ça a coulé de source qu'on décide de le publier, là. Puis c'est ça, Éco-Société ont embarqué joyeusement dans l'aventure, puis après, tout le reste a déboulé. On a eu des demandes pour faire des formations de jardinage, des conférences, etc. Donc, euh, je me suis partie un peu à mon compte, là, avec ma mère. Bien sûr, on est à deux là-dedans pour aider les gens à être plus autosuffisants avec leur potager. Ah oui, oui, oui. C'est un peu ça, mon C'est une histoire. C'est belle un peu ça, histoire. un peu là que je suis rendue aujourd'hui. Oui, donc il y a vraiment finalement, tu es allé retrouver avec ta maman cette connexion-là que tu recherchais puis que tu n'as pas retrouvée dans les études puis dans les voyages. Puis c'est beau de voir qu'il y a aussi cet élan de transmission. Donc, pas uniquement d'être en cohérence avec nous-mêmes, mais d'aller le transmettre à l'extérieur justement pour aller peut-être euh, faire entrevoir une autre façon de faire, une autre façon de vivre. C'est ce que je trouvais beau, justement, puis pourquoi j'avais envie qu'on se parle aujourd'hui. Puis vous, ben, en fait, est-ce que vous auriez envie de me guider justement dans votre approche, parce qu'il y a beaucoup cet aspect de permaculture, vous parlez aussi de non-travail du sol. Est-ce que vous pouvez déjà nous définir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, autant en termes de philosophie que dans le concret de ce que ça suppose au quotidien pour vous? Ouais, c'est une question large. Euh, ben, c'est sûr que la permaculture, c'est un terme très, très utilisé qui veut dire beaucoup de choses, puis qu'on ne sait plus trop quoi maintenant. Il y a Hmm. beaucoup de gens qui l'utilisent un peu à toutes les sauces, mais tu sais, si on retourne à la racine du c'est une contraction de permanent puis agriculture, donc agriculture permanente. Ouais. Puis pour nous, c'est l'importance de ne pas épuiser les sols qu'on cultive, dans le fond. Que si on ferme les cycles des matières, qu'on redonne au sol toujours ce qu'on lui prend, ben techniquement, logiquement, la fertilité du sol s'épuise pas, puis on va pouvoir cultiver ces sols-là à long terme, toujours habiter sur les mêmes territoires, contrairement à un peu la tradition occidentale, si on veut qu'il y ait défricher des nouveaux territoires, cultiver ces territoires-là, le sol s'épuise au fur et à mesure, et puis on doit déménager, coloniser des nouvelles terres. Hmm. Donc, c'était un peu dans l'idée de s'inclure dans les cycles de la nature. Puis finalement, ben, on n'est pas les premiers qui laissaient cycler, par exemple, leur toit de sèche, puis qui retournaient au sol toutes les matières organiques utilisées, les vêtements, etc. Puis eux, ils ont réussi à rester sur les mêmes sols là, pendant des millénaires, puis même à soutenir une certaine croissance démographique. Fait que, Et même les enrichir, les sols. puis même les enrichir parce qu'il y avait un apport externe par les pêcheries, par l'océan. Donc, ça, pour moi, c'est ma définition de la permaculture. Hmm. Principalement, c'est de s'assurer que l'agriculture est permanente. Oui, qui est Après, permanente. c'est sûr aussi qu'il y en a... Il y a une relation Excuse-moi. finalement, il y a comme un échange, il y a une relation, c'est comme, on dirait que quand on parle, c'est toute une relation qui se construit avec la terre sur laquelle vous vivez. Donc l'idée n'étant pas d'aller l'exploiter puis de changer de territoire par la suite, mais vraiment d'établir une relation où la terre est nourrie et où vous aussi vous êtes nourris et où en fait vous prenez soin les uns des autres d'une certaine manière. En tout cas, c'est ce que j'entends ou peut-être c'est ce que je veux entendre, je sais pas trop. Mais c'est comme ça que ça me vient quand t'en parles, en tout cas, quand tu le définis dans tes mots, dans vos mots à vous deux, finalement. Ben ouais, c'est de
créer ou de s'inclure dans l'écosystème qui est déjà là. Puis c'est une relation gagnant-gagnant, là, donnant-donnant si on veut. L'écosystème nous nourrit, mais nous, on le nourrit aussi par notre présence. Puis je Oui, dirais, c'est ça qui m'a beaucoup motivée à écrire le livre, puis rentrer dans le jardin de ma mère, là, il y a une rentabilité énergétique, là, parce que c'est vraiment très productif, nos méthodes de non-travail du sol. Mais il y avait aussi le fait que, parce qu'on avait fait 2 analyses de sol, une au début des années 2000, puis on avait un sol pauvre, là, ouais. généralement pauvre en phosphore. Puis on a fait une autre analyse 20 ans plus tard, puis on était le plus riche possible de l'analyse dans tous les nutriments. Puis on n'a jamais utilisé d'engrais chimiques, d'apport externe, un peu d'apport de fumier ou de compost de temps en temps, mais rien de, pas d'engrais minéral, pas d'engrais de synthèse. Puis fait que quand on a eu cette analyse-là, c'est là que je me suis dit, OK, il y a moyen que notre présence sur un territoire, elle augmente la fertilité du sol. Hmm. Puis c'est parce qu'on parle toujours d'empreinte écologique qu'il faut diminuer notre empreinte écologique, mais parce que notre empreinte est négative, tu sais. Mais y aurait-tu moyen que notre empreinte elle soit positive? Puis c'est un peu ça que je voyais dans la technique de ma mère, c'est que dans le fond, il y a moyen peut-être qu'on soit sur Terre pour une raison autre que la détruire. Fait que, Exactement. Ouais, ouais. ouais, quelle belle vision. Puis, je sais plus si c'est un moment dans le livre où, j'ai lu ça quelque part là, mais je sais plus laquelle de vous de mentionner, justement de faire équipe avec la nature, de faire équipe avec le vivant sur ce chemin-là. Puis que finalement, oui, effectivement, on s'en va, oui, nourrir la terre, puis aller justement réduire notre empreinte ou l'amener tu sais, au point neutre. Mais aussi, il y a cette idée-là au travers de la permaculture qui est que au final, avec justement ce non-travail du sol, on pourrait penser qu'on n'enrichit pas, que justement c'est plus lent, que l'abondance est moindre. Mais au contraire, ce qu'on constate, c'est que le sol est plus riche, c'est que l'abondance est plus importante et que justement, au final, on ne fait pas qu'arriver au neutre, mais on a une empreinte positive. Puis c'est ça qui donne espoir. Puis mettons, dans le concret de ce que vous faites, parce que tu as dit ce que vous ne faites pas, donc il n'y a pas d'engrais ou quoi que ce soit, mais dans ce cas-ci, comment vous faites en sorte que ça soit un cercle vertueux dans les actions quotidiennes sur votre terrain? Euh, Ben, c'est toujours de nourrir le sol. Nourrir le sol, en fait, c'est ça le principe de non-travail du sol, c'est de nourrir le sol, mais sans le bouger, ouais, le bouger, le déplacer, parce que dans le sol, il y a plusieurs, il y a beaucoup de faune qui est dans le sol, de faune, de flore, de bactéries, etc. Et quand on le retourne, quand on le bouge, ben, eux, ils sont plus dans leur milieu, là, on les déplace. Si on retourne le sol comme une charrue fait ou une bêche, ben, ceux qui étaient dans le fond, ils se retrouvent sur le dessus, ceux qui étaient sur le dessus, ils se retrouvent dans le fond, mais c'est plus leur milieu de vie. ouais, Donc, ils perdent en efficacité, il faut qu'ils retrouvent leur milieu de vie, il faut qu'ils se remettent. Donc, c'est de bouger le sol le moins possible pour protéger cette vie-là qui est dans le sol, puis qui, eux, travaillent à notre place finalement, puis qui vont, eux, décomposer la matière et puis faire en sorte que les nutriments vont être accessibles aux plantes pour pouvoir grandir comme il faut. En même temps, donc, on travaille sans travailler le sol, mais avec des paillis, donc toujours avec une couverture. C'est comme ça qu'on l'enrichit, le sol, parce on rajoute de la matière sur le dessus du sol, puis la faune, elle, va le décomposer, va s'occuper de l'intégrer au sol et le décomposer. Donc, c'est ça, c'est ça l'idée de ne pas travailler le sol, c'est de hmm, faire travailler en fait la nature, tout ce qui est dans le sol à notre place. Donc, En le nourrissant. C'est un peu l'imitation du sol forestier, finalement. ouais, c'est ça. Quand on fait ça, c'est parce qu'on imite
le sol forestier. Quand on va dans le bois, là, il n'y a personne qui est venu, qui a labouré. Ben, on parle de forêt sauvage, pas de forêt cultivée, là. Mais il n'y a personne qui a labouré, qui a mis du désherbant, des forêts. Puis ça pousse et c'est même très très, très riche. L'humus augmente à tous les ans parce que les feuilles y tombent, parce qu'il y a des animaux qui meurent puis qui enrichissent le sol. Il y en a qui font leurs besoins. Il y a les plantes aussi qui meurent puis qui repoussent. Puis, Mm. donc, tout ça, le cycle de vie fait que le sol se nourrit en fait. Oui, puis vous, ce que vous faites sur le terrain, c'est que vous allez préserver ce cycle de vie-là naturel, donc essayer d'avoir finalement le moins d'interventions possible pour permettre à ce que ça continue de vivre et donc de cultiver la vie et de faire ce tour-là, comme on peut le voir dans les forêts, oui. Donc, finalement, de permettre que cet état sauvage reste là plutôt que d'essayer d'imiter la nature au travers des actions humaines. En tout cas, à nouveau, c'est Mm. comment je le comprends, comment je le perçois. Puis j'avais Mais il y a une... quand même une certaine intervention, dans le sens qu'il ne faut pas confondre non plus non-travail du sol puis non-travail, tu sais. Oui, Parce que, oui. Alors parce vas-y, qu'on a moi quand dans le même, sens. Ouais. dans le sens que dans l'imitation du sol forestier, il faut qu'il y ait toujours une couche de litière en surface. Puis vu Mhm. qu'on n'est pas sous couvert forestier, ben, c'est à nous d'apporter cette couche de litière-là. Puis ça a beaucoup d'avantages parce que ça va réduire l'évaporation, fait que ça réduit l'arrosage, ça réduit le désherbage, puis on laboure plus. Donc, ça évite ces trois corvées-là, puis tout ça, c'est remplacé par apporter du paillis quand même en bonne quantité, là. Oui, puis justement, tu parles d'arrosage. Là, en termes d'arrosage, est-ce que c'est le fait que justement les espaces sont tellement protégés, préservés que ils ont une certaine capacité à être résilients dans le climat ou qu'est-ce qui fait que justement ça prend moins d'arrosage ou qu'est-ce qui fait que euh, comment ça fonctionne au niveau de l'arrosage? Voilà, j'ai reformulé plus large. Ben, le sol est caché, en fait. Le sol est à l'ombre. Si on Hmm, lui met, si on met un couvert végétal sur le sol, ben, il y a beaucoup moins d'évaporation que si le sol est à nu. Si le sol est à nu, il va sécher directement, puis il va perdre son humidité naturelle. Donc, avec un couvert, ça protège ça. Si on met, tout le monde a vu ça, juste une roche ou quelque chose, on soulève la roche, ben, il y a de l'humidité en dessous. ouais. Euh, c'est humide et puis en plus, si tu soulèves la roche, tu as des bonnes chances de trouver des vers, des bibites qui se sauvent ou quoi. Donc, c'est ça, c'est parce qu'ils se cachent là, ils ont besoin de se cacher, ils ont besoin de talons, ils ont besoin d'humidité. Puis, donc, en mettant le couvert comme ça, le paillis, ben, c'est ça que ça protège. Puis, c'est pour ça on a moins besoin d'eau. Puis aussi, toute cette faune-là qui est dans le sol a besoin d'eau, elle aussi, hein. C'est les vers, tous les insectes et les bactéries qui sont là, ça ne vit pas en milieu sec. Donc, quand un sol est à nu puis qu'il sèche, obligatoirement, il y a toute la faune qui serait dans le sol du dessus, là, qui est asséchée, qui est plus là. Ouais, tout est déstabilisé finalement, c'est ça, c'est pas uniquement finalement, mettons la plante qu'on nourrit, mais c'est vraiment le sol au complet qu'on garde dans un état d'humidité qui fait qu'il peut continuer à vivre. Mm. Mais il y a aussi le fait que plus on arrose, plus la plante devient dépendante de nous. Parce que si on Oui, arrose en surface, ben, la plante, elle va développer ses racines là où le sol est le plus mouillé, donc là où on arrose. Mais si ça sèche un jour, ben, les racines sont en surface, donc la plante est dépendante de nous, là. ah, Fait puis que là, nous, ça veut dire qu'elle va on chercher arrose. en profondeur, Ouais, elle va c'est ça, mettre ses exact. racines. Ah, ok, On wow. arrose aux semis puis aux plantations pour l'aider à s'enraciner.
pour que la graine germe bien. Puis mais quand on voit les deux petits cotylédons, ça veut dire que la racine a commencé à sortir. Puis à ce moment-là, on la laisse s'enraciner par elle-même pour qu'elle aille chercher l'humidité en profondeur puis qu'elle développe ses racines. Ouais. Ouais, et puis à ce moment-ci, elle est plus résiliente. Ah, c'est magnifique, oui, oui. Ouais, waouh, c'est beau le cycle de la vie. Puis j'avais envie de nous amener aussi, parce qu'il y a toute une discussion autour de justement la culture, la permaculture au Québec, le climat du Québec, l'autosuffisance possible ou non au Québec du fait qu'on a des hivers qui sont longs. Euh, Est-ce que c'est possible d'expliquer justement comment est-ce que finalement peut-être il y a un cadeau là-dedans dans cette terre du Québec, dans ces hivers québécois? Comment est-ce que c'est possible d'aller être dans une forme d'autosuffisance dans cette hivernité-là? Ben, le cadeau qu'on a, ben, nous, encore plus au Saguenay, là, c'est que les hivers froids, ça assainit quand même plusieurs ravageurs. Même qu'on a une appellation, la zone boréale, parce que ça peut réduire certains traitements des fois parce qu'on a moins d'insectes, moins de bibites. Fait que je pense que c'est peut-être un peu le cas en général au Québec, malgré que avec les changements climatiques, on a plein de nouveaux ravageurs de plus en plus même. Mais c'est sûr que le Québec, on a cet avantage-là. On a aussi l'avantage avec les changements climatiques qu'on n'est pas encore tant que ça touché. On croise les doigts, mais on n'est pas encore en climat désertique ou en trop d'inondations encore. Fait que pour l'instant, on est encore relativement tempéré, même si c'est de moins en moins. Là, on a de plus en plus d'extrêmes. Oui, mais ce climat fait que ça nous protège peut-être un peu plus Ouais. contre les Puis, ravageurs, puis ouais. contre même tout ce qui se passe. Puis, et puis concrètement, ça ressemble à quoi du coup vos saisons? Et puis comment est-ce que vous arrivez justement, comme j'imagine qu'il y a quand même un temps de pause en hiver où il n'y a rien qui pousse, où il y a peu de choses qui poussent. Comment est-ce que vous arrivez à aller vers cette autosuffisance alimentaire avec ça? C'est quoi votre cycle Le de secret. Le secret magique. secret? Oui. Ben, juste pour donner peut-être oui, je pense un élan d'espoir, d'action aussi Ouais, pour ceux qui ont le goût d'essayer puis qui se disent mais comment on fait en fait? C'est quoi la ouais. solution? Ça ressemble à quoi? Ouais. Le secret magique, j'ai une vraiment bonne nouvelle, là, c'est que c'est vraiment simple. C'est un caveau, tout simplement. On a un caveau à légumes qui est creusé sous terre, puis qui n'a pas de mécanisation, là, de ventilation mécanique ou d'aération, ou quoi que ce soit, de climatisation, là. Ça marche vraiment juste avec le climat du sol, qui est juste à la bonne température, qui est à peu près à la température d'un frigo. Puis ça gèle D'accord. pas l'hiver. Donc, c'est vraiment juste une structure de béton, des murs de béton comme un sous-sol de maison, là, vraiment, sur la terre battue. Puis nous, on l'a mis en dessous de l'entrée de la maison, comme ça, on n'a pas besoin de sortir de la maison pour aller chercher nos légumes s'il neige dehors puis qu'il faut pelleter, tu sais. On a Mhm. vraiment accès à partir de l'intérieur de la maison. Puis là-dedans, ben, on conserve tous les légumes pour passer tout l'hiver finalement, là, parce qu'on ne cultive pas pendant l'hiver. C'est ça, l'idée, c'est de produire, de cultiver les légumes pendant l'été pour Ouais. les garder pendant les 6 mois d'hiver. Donc à ce moment-ci, ça veut dire qu'au printemps, vous êtes à semer peut-être, à être dans tout ce qui est semences. Après ça, l'été, c'est là où il y a l'abondance. En ce moment, l'automne, donc c'est là où vous faites justement vos pots, où vous récoltez, puis en même temps vous transformez. Non, Mhm. ben ouais, mais on ne transforme pas tant que ça, en fait. Justement, à cause du caveau, grâce au caveau, c'est qu'on les conserve frais. OK, ils sont frais, posés. Ouais. Comme Pas tous en les conserve. légumes racines sont vraiment juste mis dans un seau avec de la sûre au fond, là, puis ils restent frais comme ça tout l'hiver, là. Fait qu'on fait pas de canage à l'autoclave. Ah, wow. OK, Puis c'est il d'où y a les ça? légumes racines, il y a beaucoup de variétés de légumes racines, plusieurs variétés de chaque légume, puis aussi beaucoup de légumes feuilles. Donc, tu sais, on passe l'hiver en salade, en céleri branche, en choux, plusieurs sortes de choux, en poireaux, par exemple. Donc, tu sais, on mange pas Bêta-carbe. ouais, on mange pas des navets puis des patates là, pendant tout l'hiver, là. On a Ouais, vraiment une ouais, ouais. alimentation variée puis fraîche aussi. Avec les chicories, on a de la salade tout l'hiver. Parce que c'était ça aussi
le défi, là, c'était, oui, on garde nos aliments, mais oui, ça se fait avec un autoclave, avec des conserves, on peut se nourrir, mais sauf que avec un autoclave, il y a plus de vitamine C, là. Mhm. Donc, comment on fait pour avoir une nourriture équilibrée qui va faire que, on va être en santé aussi, parce que c'est ça le but, on se nourrit pour nous donner de l'énergie et pour être en santé, là. Oui, c'est vrai. Puis c'est vrai que je me souviens qu'au début, vous avez mentionné tout ce qui était la fraîcheur, qui avait comme l'importance de manger des aliments frais. Donc finalement, ce que vous avez construit vous permet de les conserver sans avoir à les transformer, donc leur enlever tous les nutriments Mm. qui... Voilà. Exact. Il y a aussi la lactofermentation qui permet ça. Fait qu'on lactofermente beaucoup aussi. OK, OK, OK. Mais c'est beau à entendre parce que justement, quand on parle d'autosuffisance, souvent on va être dans, ben, on met les choses en canne, on transforme. Mais vous amenez comme une autre avenue qui est intéressante de se dire, de un, c'est plus simple dans le sens où on n'est pas à transformer, à plus finir et à s'essouffler à ça. Puis de deux, ça nourrit le corps encore plus. Donc, Mm. ouais, c'est Puis vraiment de chouette. trois, de trois aussi, c'est moins consommateur d'énergie parce que quand on fait tous les canages d'un coup, là, l'autoclave, c'est à très haute température, donc il faut chauffer quand même beaucoup. Ouais. Tandis qu'au caveau, il n'y a rien qui fonctionne, là. C'est vraiment le climat naturel qui garde les légumes. Puis après, on peut les cuire à basse température au moment de cuisiner. Puis c'est aussi pour ça qu'on ne cultive pas pendant l'hiver, par exemple, en éclairant le sous-sol ou en chauffant ou tu sais, en apportant de l'hydroponie ou quoi que ce soit, parce qu'on va plus cultiver pendant l'été avec le cycle naturel. Puis ben, l'hiver, ça se garde comme ça naturellement. Donc, c'est aussi ben, c'est l'objectif d'avoir un bilan énergétique positif, si on veut, tu sais, que notre activité elle soit génératrice de calories. Parce que tu sais, l'agriculture en ce moment, c'est environ 8 à 32 calories qu'on investit pour en produire une. Ah Fait que oui, ça. c'est un sujet qui nous touche beaucoup aussi, là, Oui, d'essayer oui, de oui. faire un bilan positif au niveau de l'énergie. Parce qu'au départ, tu sais, quand les gens ont commencé l'agriculture, c'était pour vivre, pour leur donner de l'énergie, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir vivre. Donc, Mhm. mais là, c'est devenu inversé, là, produire des aliments et puis jusqu'au à l'étape de les manger, là, c'est consommateur d'énergie. C'est plus producteur, c'est consommateur. Oui, 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 on a Donc, complètement inversé la tendance, c'est ça. Puisque vous essayez de revenir à ce qui permet finalement au départ de, ben, en fait, aux racines de la vie qui était de se nourrir et non pas de, oui, ou non pas de de consommer, produire de l'énergie. ouais, de produire de l'énergie. Hmm. Mais ça passe par essayer de limiter, voire éliminer justement les énergies fossiles principalement, puis aussi ben, limiter l'électricité, puis les autres formes d'énergie, là. Fait que ça revient à, à utiliser l'énergie humaine. C'est Oui. l'énergie que le jardin produit qui permet de produire le jardin. Mais exactement, là, vous vous entraidez parce que le jardin vous nourrit, puis il vous donne l'énergie de le nourrir. Alors, Exact, oui. ouais. On est dans ce cycle naturel-là, puis c'est intéressant de voir que vraiment jusqu'au bout, vous le suivez, ce cycle naturel. L'idée n'est pas d'avoir un environnement qu'on chauffe pour pouvoir étendre la période de production, mais bel et bien de suivre le cycle naturel. Puis tantôt, je pense que c'est toi, Marie, qui parlait que bah, vous en êtes à ce stade de transmettre maintenant aussi, donc d'accompagner peut-être ceux qui ont le goût d'aller dans cette direction-là. À ce jour, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous voyez qui naître finalement en termes de projet? Comment est-ce que c'est ressenti par ceux que vous accompagnez? Quel impact ça peut avoir que vous pouvez percevoir ou ressentir? Ben, les gens qu'on accompagne cette année, je dirais principalement, là, c'est ceux à qui je pense en ce moment, Mhm. euh, ils sont vraiment motivés. Puis on voit qu'ils sont motivés par quelque chose d'autre que juste faire des économies ou... Tu sais, il y a vraiment quelque chose qui les nourrit de plus, là. Tu sais, ils retirent vraiment du plaisir à le faire. Hmm.
Fait que, tu sais, comme on a un client qui a vraiment de la difficulté avec l'herbe, là, il est parti directement d'une prairie. Une prairie tu sais, grosse herbe installée chien-dent, là. Puis, fait que là, son jardin est envahi de chiens-dents cette année. Puis, à chaque fois, il est super motivé, il est super content. Ah, j'aime ça. Fait que, tu sais, il trouve ça difficile, mais il aime ça quand même. Puis, fait que, ouais, je trouve qu'il en tire une satisfaction, hein. Ouais. Oui, donc il y a de la joie, puis en même temps, c'est comme si il y a une pratique à la résilience aussi au travers de ça. C'est pas nécessairement facile, mais il y a une persévérance de par cette motivation qui est au-delà, justement, comme tu le disais, au-delà de l'économie, mais peut-être justement d'aller prendre soin de soi-même au travers de ce processus, en prenant soin aussi de la terre. Puis j'avais une question même par rapport à ça, parce que dans la manière dont vous en parlez, c'est que ça vient aussi, je ne sais pas, vous avez l'air pétillante, ça vient, je ne sais pas, vous nourrir votre bien-être. On se rend compte pour la première fois, avec ça peut être une perception, mais vous avez l'air dans la joie. Comment est-ce que le fait d'être dans cette relation-là, dans cette connexion-là à la terre, donc pour justement revenir à la base qui est de se nourrir, de produire de l'énergie, comment est-ce que vous pensez que ça peut transformer notre relation justement à cet environnement qui nous entoure, aux vivants autour de nous? Puis comment est-ce que ça peut peut-être nous donner l'élan d'en prendre soin à tout niveau? Comment est-ce que ça change cette relation-là pour vous et peut-être selon votre perspective au-delà de vous? Euh, je sais. On est comme vivant au milieu du vivant. Mhm. Puis c'est, c'est, c'est de santé, tu sais. On travaille dehors, on est dans le jardin, on bouge son corps aussi. C'est reconnu que le jardinage est comme dans les meilleurs exercices physiques parce que tu as tout ton corps qui bouge, tu fais des exercices, tu te baisses, tu te lèves, transportes quelque chose, tu pousses une brouette ou il y a toujours des exercices différents qui font que ton corps est en action. Et Ouais. puis, on a une alimentation fraîche, là. Tu manges des tomates, tu la manges, elle vient de ton jardin, elle est toute fraîche, ou n'importe quoi. Donc, ouais, je pense que c'est ça qui fait qu'on se sent plus vivant aussi. Puis, c'est le fait d'être dehors dans la nature, avec les oiseaux, avec le soleil, avec la pluie, le vent, c'est tout ça, là. Mm. C'est tout ça qui nous rend vivants. Puis c'est Hmm. de prendre conscience que tout le monde se rend service aussi là-dedans, là. Tu sais Ouais. que les rapaces, c'est un rapace qui mange une poule, mais tu le sais qu'il mange aussi les souris et les écureuils. T'as pas envie de juste tuer le rapace parce que tu es ta poule, tu sais. Va Hmm. trouver d'autres solutions ou essayer de l'éloigner, tu sais. Puis les maringouins, les mouches qui piquent, tout ça, on le sait qu'ils sont aussi pollinisateurs, puis qu'on a besoin des pollinisateurs parce que les années qui en manquent, on a des fleurs, mais on a moins de fruits, tu sais. Puis ils nourrissent les oiseaux aussi, Ils les nourrissent les oiseaux, oiseaux, puis puis les chauves-souris. Puis, puis les chauves-souris mangent les insectes, fait que tout est relié, tu sais, puis quand on est dedans toute la journée, on n'a pas besoin de se le faire expliquer par, par les articles de journaux, tu sais, on fait juste le voir au quotidien. Tu vois une araignée qui mange une mouche, tu sais, c'est concret, là. Fait que c'est difficile après de s'extraire de ça, là. C'est difficile de dire que l'humain n'est pas un animal, tu sais. Quand on élève des animaux, puis que tu regardes dans les yeux, puis tu trouves qu'ils te ressemblent, troublant un peu des fois. Ok. Ah oui, donc c'est Je sais cette... pas si ça répond à la question. Mais ça répond totalement à la question. Il n'y avait pas de bonne réponse là-dedans. L'idée, c'était d'avoir votre perspective, mais d'être vivant d'être vivant parmi le vivant, et puis aussi d'être dans cette posture-là où justement on n'est pas en train de nous montrer quelque chose, mais on le vit
on l'observe et puis on observe cette interdépendance. Puis il n'y a pas de plus beau moyen que de l'intégrer en nous puis de le comprendre qu'en le vivant. Donc, je trouve qu'il y a ça qui sort beaucoup. On parlait justement il y a le rapace qui va manger telle affaire, mais finalement, il va manger autre chose. Puis, il va y avoir comme les mouches qu'on n'aime pas du tout, mais qui servent à quelque chose aussi. Et qu'on voit à quel point tout est relié. Et puis, quand on comprend à quel point tout est relié, puis qu'on comprend notre interdépendance, pourquoi est-ce qu'on voudrait détruire ça finalement? Donc oui, Ouais, ben parce qu'on comprend que si ça, c'est pas en santé, si l'écosystème est pas en santé, nous, on l'est pas non plus. On exact. est- t'sais. Tout à fait. Ouais. Fait que c'est plus qu'avoir envie de protéger l'environnement, tu sais, ça fait partie d'un tout. C'est pas protéger l'environnement, c'est vivre avec l'environnement, en fait. Ouais, c'est ça. Mais vivre avec le vivant On en donc fait partie. Tu sais, oui. à un certain point, ça devient égoïste de protéger l'environnement. Ben oui, oui, parce qu'on se protège soi-même, on prend soin de soi-même en prenant soin de tout ce qui nous entoure finalement, puis en prenant soin de tout ce qui nous entoure, ce qui nous entoure prend soin de nous. Fait qu'il y a vraiment, à nouveau, on est dans ce cercle-là. Fait que oui, ça répond totalement à la question parce que ça vient à dire que je pense que ce qu'on aime aussi, on a envie d'en prendre soin. Et puis, on apprend, je pense, à l'aimer en étant en contact avec, dans le concret, en dehors des livres, en dehors de ce qui peut être véhiculé, c'est en étant présent au sein de ce vivant-là qu'on peut l'aimer, qu'on peut... Ouais, ouais. Donc, c'est très beau ce que vous partagez. Puis j'avais envie de conclure sur la question dont je vous avais parlé puis que je pose aux invités, c'est comment... comment vous auriez goût de l'imaginer, le Québec de demain, le monde de demain, si vous aviez comme une histoire à raconter, si vous, je dis souvent, si vous regardez par la fenêtre, ça ressemble à quoi? Vous ressentez quoi? Il ressemble à quoi notre monde de demain, puis celui d'aujourd'hui déjà? Mhm. Tu veux y aller? C'est sûr que le monde de demain, quand on voit tout ce qui se passe, tous les changements climatiques et tout ça, c'est quand même un peu épeurant de savoir c'est quoi qui nous attend là. On est un peu dans le néant avec ça, de savoir qu'est-ce qui nous attend. Donc, mais ce ce qu'on aimerait pour le Québec, ce serait que les gens se retroussent les manches et puis qu'ils se disent ah, ben oui, je suis capable de moi aussi faire ma part et puis produire un peu de mon énergie, tu sais, parce que l'agriculture, elle est comme un peu débordée aussi. On sait qu'il y a beaucoup de suicides chez les agriculteurs et tout ça. Donc, si tout le monde produisait un peu de sa nourriture un peu plus, tu sais, on passe dans les quartiers, dans les maisons, c'est des grandes pelouses, juste avec de la pelouse, là. Pourquoi pas produire, pas mettre des légumes là-dessus, là? Ça serait tout aussi beau avec des fleurs, puis au lieu de mettre un bouleau ou un pin ou des arbres fruitiers, puis là, tu vas avoir des pommes ou des prunes ou des poires ou Hmm. en tout cas, c'est tout ça. Il y aurait moyen, là, au Québec, là, que la production alimentaire soit beaucoup plus, beaucoup plus améliorée, je dirais, là. Oui, puis j'entends beaucoup qu'il y a, dans ce que tu partages, qu'il y a à l'échelle individuelle aussi, hein, pas juste dans nos villes, puis pensées par les gouvernements ou quoi que ce soit, mais vraiment dans nos espaces à nous, de jardin, d'aller troquer la pelouse contre des arbres, contre des légumes, et finalement d'aller amener peut-être une diversité aussi, une diversité dans le paysage. Mm. Mm. C'est sûr qu'il y a le nœud aussi. Pour moi, tu sais, on parlait tantôt, c'est quoi pour nous de s'inclure dans l'environnement, tout ça, la limitation de la forêt, tout ça, puis ça passe beaucoup par le recyclage des toilettes sèches, tu sais, de nos déjections, puis
Après un processus de compostage minutieux, on s'entend, là, mais tu sais, nous, ça fait des années qu'on pratique ça. Puis le secret pourquoi on a réussi à augmenter la fertilité du sol sans intrants externes, c'est grâce à ça. C'est grâce parce qu'on récupère nos toilettes sèches, tu sais. Puis je pense que, honnêtement, je sais pas si on va être capable de faire un vrai virage dans notre manière de notre relation à la nature puis dans notre fonctionnement dans le système actuel si on se met pas à fermer la boucle, là. Parce que, tu sais, les sols agricoles s'épuisent, là, la fertilité diminue d'année en année, il y a de l'érosion, il y a tout ce qu'on veut, c'est vraiment grave, là, tu sais. On récupère un peu les bouts d'épuration. Il y a plusieurs problèmes dans ce que je dis. Il y a l'érosion des sols parce que par leur manque de structure, l'excès de labour. Puis il y a aussi les toilettes à eau. Puis on Oui. récupère un peu les bouts d'épuration, mais il y a beaucoup de nutriments qui restent lessivés dans l'eau puis qui vont juste dans l'océan, tu sais, puis qu'on ne retrouve plus jamais. Mais ça, c'est vraiment grave. Par exemple, le phosphore, on l'extrait des mines. On fait tout un processus industriel pour l'apporter jusqu'ici, le mettre dans le sol, l'apporter jusqu'à ton frigo, le manger, puis après ça, on l'envoie dans l'océan. Tu sais, c'est vraiment grave tant qu'à moi, là. Fait que moi, je verrais ça, une des solutions les plus faciles à la portée de vraiment tout le monde, puis qui a le plus gros impact sur l'environnement, c'est d'avoir son jardin, puis de produire soi-même ses matières fertilisantes. Tu sais. Et de Fait que, boucler la boucle dont tu parles. ouais. Ouais, exact. Fait que de voir à quoi va ressembler l'avenir, ça, comme Marité a dit, on le sait pas, tu sais. Avec les changements climatiques qui s'emballent, qu'ils disent OK, on est 1,5 degrés plus chaud qu'on pensait pour avoir des tels dérèglements, puis là, on se dit OK, si ça continue comme ça, est-ce que la planète va être encore viable, tu sais? Oui, Mais c'est ça qu'on a le plus chacun en notre pouvoir, je pense, là. C'est de s'inclure dans l'écosystème au plus vite, là. oui, oui. Après, on en voit tous les bénéfices qu'on retire, nous, parce qu'on l'expérimente au quotidien, parce qu'on parlait de produire son alimentation sur les pelouses, puis d'utiliser mieux l'espace. Puis après, ben, naturellement, ça tisse un lien social et communautaire aussi. Fait qu'on en tire beaucoup d'autres bénéfices d'avoir des petites communautés qui s'entraident puis qui produisent ensemble leur bien essentiel, dans le fond. Oui, exactement. Puis, en fait, c'est très juste ce que vous dites, c'est qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, mais aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, justement, c'est d'aller boucler la boucle, c'est d'aller se mettre en action dans nos jardins, et puis de là vont découler plein d'autres choses naturellement, qui sont les liens qui vont se Ouais, tisser, exact. la connexion à la nature qui va s'approfondir, le bien-être qu'on va pouvoir en ressentir, et donc à nouveau une autre boucle La vertueuse. santé, etc. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tout plein d'enjeux qu'on essaie de régler en tant que société avec plein d'autres moyens, mais qui pourraient partir de ces petites actions-là. Mm. Eh, mais C'est un plus merci. gros impact qu'on pense. Oui, exactement. C'est un plus gros impact qu'on pense. Et c'est vraiment beau de vous entendre. Puis je dis ça à chaque fois, je commence la rencontre. Je suis tout enthousiaste, puis je finis ces entrevues-là pour le podcast. Et à chaque fois, c'est le même effet. Pour moi, ça m'amène cet élan d'espoir, ça pétille, je pense que c'est mon expression favorite, ça pétille à l'intérieur. Alors, merci beaucoup ouais, de nous avoir transportés toutes les deux dans votre histoire, dans votre quotidien, dans les actions concrètes que vous portez, puis que je pense qui nous disent un peu plus qu'on est capable, en fait, que vous êtes, en fait, vous et moi, on est des personnes tout à fait ordinaires qui ont juste choisi d'essayer comme une autre façon et que donc ça veut dire que c'est à la portée un peu de tous ceux qui ont le goût de tester quelque chose. C'est sûr. Ça. Merci beaucoup, puis merci à ceux qui nous écoutent en espérant que ça vous donne un élan d'espoir puis un élan d'action. Merci beaucoup pour Merci beaucoup. l'invitation. Au revoir à tous. Bye bye. Au revoir.